Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être là pour cette sixième édition du webinaire organisé par Charles.co. Vous avez été nombreux à vous inscrire et surtout, vous avez été nombreux à poser des questions extrêmement intéressantes sur la sexualité. Donc, pour rappel, le thème de ce soir, c'est vrai ou faux sur la sexualité. Donc, n'hésitez pas à participer sur le chat qui est juste à la droite de votre écran normalement si vous êtes sur un ordinateur pour nous envoyer vos questions en live. Et si vous voulez écrire des questions anonymement, vous pouvez le faire dans l'onglet questions. Sinon, dans tous les cas, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'on en a reçu un peu moins de 200, Gilbert. Donc, du coup, on va composer avec ça et on a l'impression que c'est un thème qui vous intéresse beaucoup. Donc, du coup, on va sans doute refaire une seconde édition. Enfin, à chaque fois, on dit ça, mais tous les, tous les thèmes sont intéressants. Du coup, on va pas tarder à s'y mettre. Avant ça, je vais refaire un petit tour de table et de présentation. Je vous présente le docteur Gilbert Boujaoudé, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, médecin sexologue. Bonsoir tout le monde. Avec nous sur la plateforme charles.co. Et alors, charles.co, justement, c'est un site, une plateforme de téléconsultation qui vous permet de prendre des rendez-vous avec des médecins sexologues et qui vous permet également d'avoir tout votre suivi de A à Z. Il y a aussi des thérapies digitales, on a une chaîne YouTube, on a un compte Instagram qui s'appelle charles.co. Donc voilà, on est un petit peu partout et notre but, c'est de proposer un accès à la santé sexuelle qui est simplifié. On trouve que c'est très important, surtout que c'est très tabou. Et, euh, et voilà. Avec possibilité donc d'avoir accès à de l'information, téléconsultation ou, comme on a été parmi les premiers à le faire, des thérapies digitales avec des programmes qu'on peut appliquer seul chez soi. Souvent, c'est suite à la recommandation d'un médecin, mais qu'on peut faire aussi sans. Donc, élargir le plus possible. Mais il y a possibilité de faire des thérapies aussi sur la plateforme, y compris des thérapies de couple quand c'est nécessaire. Donc, élargir le plus possible l'accès à tout ce qui peut améliorer la vie sexuelle et d'utiliser les moyens techniques modernes qu'on a, que ce soit via la téléconsultation, visio, téléphone, messagerie, des thérapies, des programmes en ligne, des programmes d'accompagnement avec des vidéos qu'on reçoit et assistance à distance, tout ce qui est technologie moderne pour essayer d'ouvrir le plus possible l'accès aux soins aux personnes. Et d'ailleurs, on constate de plus en plus que les personnes qui utilisent ces services, c'est des personnes qui n'avaient pas accès avant. Et donc, ce n'est pas des personnes qui étaient déjà en train de consulter et qui basculent, même s'il y en a. C'est beaucoup de personnes qui ont osé franchir le cap grâce justement à ce côté, entre guillemets, dématérialisé. Oh, Ah, une personne qui nous a rejoint. alors, normalement, on n'est pas censé pouvoir rejoindre le live. Mais ouais. Bonjour. Est-ce que vous pouvez quitter le live, s'il vous plaît? C'est une option qui a dû être mal mise. Vous pouvez poser les questions sur le chat. Voilà. Ah, merci. Bon, alors, je ne sais pas comment c'est possible. Je vais regarder si on peut modifier ça. Ouais, c'est pas grave. Ok, donc, s'il vous plaît, ne rejoignez Et tu as pas. raison. Ah, pardon. Tu as raison, Diane. Pardon, je t'ai coupé. Tout à l'heure, tu as dit qu'on a reçu plein de questions. Et franchement, je te le disais juste avant qu'on se mette en live, j'ai été bluffé par la qualité des questions que vous avez posées sur le vrai ou faux, ou des mythes, etc., des fausses croyances ou des croyances qui sont vraies mais qu'on ne dit pas souvent. Franchement, j'ai été bluffé par le niveau de connaissance et par la variété. Il y a des questions que j'aurais même pas imaginées et qui sont pourtant tellement réelles, présentes. Donc, ça va être super chouette de répondre à toutes ces questions toute la soirée. Mais du coup, je te propose de commencer, Gilbert. Allez, Euh, en vrac. je ne me suis pas présentée. Moi, je m'appelle Diane Deswart et je travaille chez Charles.co. Je m'occupe de la communication et j'anime les webinaires régulièrement avec Monsieur Boujaoudé ici présent.
parce que Diane et aussi, peu de gens le savent, formés à la sexologie aussi. C'est pas juste de la communication. Toutes les personnes chez Charles s'intéressent ou se forment d'une façon ou d'une autre à la sexualité. C'est important de le dire, c'est pas que de la com. Voilà. Merci Gilbert, c'est en cours. Ouais, ouais. Du coup, on va poser la première question qui est revenue assez souvent. Si on n'a pas d'orgasme, si entre guillemets on ne finit pas, donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, le rapport n'est pas satisfaisant. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai que c'est une question souvent posée. Alors, on va regarder d'abord ce que nous disent les enquêtes qu'on fait, puisque on a des questionnaires qui évaluent la satisfaction des rapports sexuels, par exemple. Il y a des questionnaires dans le cadre d'études de recherche que les personnes remplissent à chaque fois qu'elles ont eu un rapport sexuel. Ça peut être dans les heures qui suivent, le lendemain, peu importe. Et parmi les questions, il y a la question, comment estimez-vous votre rapport sexuel était? Et il y a très satisfaisant, moyennement non satisfaisant, insatisfaisant, etc. Et on a regardé la corrélation qu'il y a entre les réponses cochées à satisfaction du rapport sexuel. Je dis bien satisfaction de ce rapport sexuel, pas de la vie sexuelle globale, vraiment du rapport sexuel. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le taux de réponse à il y a eu un orgasme? Chez les femmes, pour commencer, il n'y avait pas de corrélation directe. C'est-à-dire, des femmes pouvaient cocher la case pas eu d'orgasme, rapport sexuel plutôt satisfaisant ou satisfaisant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, on trouvait quand même qu'il y avait 30-40% des femmes qui étaient capables de cocher de façon décorrélée. Chez les hommes, c'était un peu moins. Il y avait 20-25% des hommes qui pouvaient cocher pas eu d'orgasme, mais rapport sexuel estimé satisfaisant. Ça veut dire quoi tout ça? Et en pratique, ça veut dire quoi? Que dans la plupart des cas, quand on a un rapport sexuel, on a dans l'esprit le fait d'aller jusqu'à l'orgasme. Un peu comme si c'était un objectif qui soit conscient ou inconscient. Ceci étant, le fait de ne pas avoir d'orgasme ne veut pas forcément dire qu'on sera insatisfait. Alors pour celles et ceux que ça surprend, dans quel cas on peut être content du rapport sexuel alors qu'on n'a pas joui? Premier cas de figure, c'est le fait d'être content d'avoir eu le rapport sexuel, c'est-à-dire le fait d'avoir passé ce moment-là, c'était déjà quelque chose de satisfaisant pour nous, le fait de voir par exemple que l'autre a eu du plaisir, etc. Autre cas de figure, c'est quand on a eu des rapports sexuels et qu'on sentait que ce jour-là, on n'allait pas avoir une excitation très forte, soit on était sous l'effet de l'alcool, soit on était sous l'effet de la fatigue, contrariété. Et on sait que ben, finalement, on a passé un bon moment, même si on n'a pas joui, et on va cocher la case, ben, c'était satisfaisant alors qu'on n'a pas joui. Donc oui, c'est possible, même si quand même, pour la plupart des personnes, le fait de ne pas avoir d'orgasme de façon systématique, en fait, c'est plus ça qui pose le problème. C'est-à-dire quelqu'un qui a de temps en temps des rapports sexuels sans jouir, ça va pas être quelque chose de dramatique. Par contre, il y a des personnes qui vont mal vivre le fait que systématiquement les rapports sexuels se passent sans jouissance, sans orgasme, en disant j'aimerais bien quand même profiter de ça. Donc, c'est faux qu'un rapport sexuel sans orgasme est un rapport sexuel raté. C'est faux puisqu'on a vu qu'il y a un pourcentage de personnes chez qui ça pose pas de problème ou certaines situations. Mais c'est faux aussi de dire que on peut passer, la plupart des personnes sont capables de passer toute la vie sans jouir pendant les rapports sexuels sans problème. Donc, en fait, c'est les circonstances et la régularité de l'orgasme pendant les rapports sexuels qui va jouer. Je mets de côté quand même les situations où l'acte sexuel a été forcé, où là, la question n'est même plus de savoir si on a joué ou pas. La satisfaction vient simplement du fait que l'insatisfaction vient du fait que ben, on a été forcé et que c'était pas qu'on ait joué ou pas. De toute façon, on va être insatisfait. Petite remarque. Donc, j'ai dit qu'il y a un pourcentage de personnes, entre 20 et 40%, qui peuvent cocher la case je n'ai pas eu d'orgasme et cocher en même temps la case j'ai été satisfaite ou satisfait de mon rapport sexuel. Attention, à l'inverse, on a beaucoup de personnes qui disent j'ai eu un orgasme, mais je n'étais pas satisfaite ou satisfait de mon rapport sexuel. C'est-à-dire, dans l'autre sens, le fait d'avoir une jouissance n'est pas la, comment dire ça,
n'est pas une vérité absolue qu'on sera satisfaite ou satisfait. Donc la satisfaction sexuelle dépend en partie du fait d'avoir de l'orgasme ou pas, mais ça dépend de beaucoup d'autres éléments et l'orgasme n'est qu'une partie de la satisfaction sexuelle. D'accord. Merci Gilbert pour cette Je réponse. réponds un peu vite à chaque fois, comme ça on peut aborder toutes les autres parce qu'elles sont passionnantes. Non, mais c'est vrai que je trouve que tu as bien répondu parce que, en fait, on a tendance à voir les rapports sexuels un peu de manière individuelle, de manière exclue, enfin, Ouais. par rapport au contexte, alors qu'un rapport sexuel, ça prend en compte tellement de facteurs. Ça prend en compte la sexualité dans son ensemble, le rapport avec le couple, le rapport qu'on a à soi. Et je trouve ça intéressant de le jouer prise de recul. Donc, C'est comme un repas, on peut passer un très bon repas sans avoir eu un dessert pour autant. Voilà. les métaphores de Gilbert, le retour. Bonsoir Antonin et bonsoir Alan, bienvenue. Alors, passons sur la question suivante. Si on a moins de rapports sexuels, on a moins de désirs. Vrai ou faux? Hmm. Et pourtant, Une porte, je reviens dans un vas-y, vas-y, je reste en intimité avec les personnes qui assistent. Avoir moins de rapports sexuels pourrait conduire à avoir moins de désirs, et pourtant, on dit exactement l'inverse. Moins on a de rapports sexuels, plus on risque d'être frustré et plus on risque d'avoir envie. instant. Le manque crée l'envie. Donc, une même cause ne peut pas donner deux conséquences différentes. En fait, une fois de plus, les choses vont dépendre du contexte et non pas de l'acte en lui-même. Par exemple, on est dans un couple, il y a un des deux qui a moins envie ou qui traverse une période difficile, une période où la sexualité n'est pas à l'ordre du jour. Et le temps passe et on installe des habitudes où finalement on ne cherche plus à avoir des rapports sexuels, on ne cherche plus à être... Ah, tu vas nous revenir en forme, Diane. Ta vidéo a été déconnectée. Ah bon? Oui, apparemment tu as un réseau faible ou la C'est bon bande là? passante est trop faible. Non, pas encore. Moi, je me vois. Ceux qui sont là, est-ce que vous me voyez encore ou est-ce que vous avez été coupé aussi? Non, c'est bon. Mais bon, bah, c'est moi alors. C'est toi En qui tout m'as cas, perdu. ouais, je t'ai perdu de vue. Alors, je disais donc, tout dépend du contexte. Et prenons l'exemple d'un couple ou une relation où, euh, pour une raison ou pour une autre, la sexualité a été mise de côté. Peu importe pourquoi au départ, des petites difficultés passagères. Et finalement, la relation s'est organisée de façon à ne pas trop chercher à avoir des rapports sexuels, puisque c'est pas le moment, c'est pas la bonne période. Et finalement, on installe des nouvelles habitudes qui font que finalement la vie s'est organisée de façon à ce que la sexualité ne soit pas à l'ordre du jour. Bah, dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que plus le temps va passer et moins le désir va être présent, juste parce que des habitudes se sont installées. Hmm. Autre exemple, quelqu'un qui est célibataire et qui décide de pas chercher à avoir des relations pour X raisons et qui organise sa vie de façon à être souvent occupé à choses et d'autres, à avoir d'autres priorités, à avoir d'autres sources de plaisir, d'autres sources de réflexion, etc. Un peu à la fois, ça peut devenir aussi une habitude et effectivement, la libido peut ne pas revenir. Donc, ça dépend pas tellement du fait qu'on n'a pas eu de rapport sexuel, ça dépend de ce qu'on fait pendant la période où on n'a pas eu de relation sexuelle. Parce qu'à l'inverse, imaginons que dans un couple, ce que je disais tout à l'heure, le même exemple, la relation s'est installée de façon sans relation sexuelle, mais on n'a pas organisé la vie de façon à éviter les rapports sexuels. On est resté à peu près pareil. Ben, un peu à la fois, ces moments sexuels vont devenir de nouveau plus une sorte de tension et on va au contraire avoir envie de retrouver la vie sexuelle. Donc, euh, le fait d'avoir moins de rapports sexuels, cette histoire d'appétit qui se perd avec le régime et l'appétit qui revient en mangeant quelque chose de cet ordre-là, c'est vrai, mais en fonction des circonstances. Donc, si on dit, bah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu envie, il ne faut pas chercher uniquement l'explication dans le fait, bah oui, comme j'ai perdu l'envie d'avoir envie,
c'est ça l'explication seulement. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est installé pendant ce temps-là qui fait qu'on a de moins en moins envie. Ok. Et, et alors, il me semble qu'on avait parlé ensemble dans un dernier webinaire euh, où tu expliquais que la vie sexuelle pouvait aussi entretenir les organes sexuels. Donc, par exemple, en termes de lubrification, de vascularisation, etc., de circulation du sang, est-ce que du coup, quand on a de moins en moins de rapports, voire plus Oui, du tout, qu'il y a une dégradation peut-être des organes, est-ce que tu as du coup, ça raison. amène à moins de désir? Tu as 100% raison sur ce point-là. C'est que le fait d'avoir moins de relations sexuelles euh, va impacter le désir uniquement en fonction des circonstances. Mhm. En revanche, ça peut impacter le bon fonctionnement des organes génitaux. L'exemple typique, c'est l'homme qui a un petit risque de développer des troubles érectiles. Exemple, un homme qui a plus de 50 ans, qui fume ou donc qui a consommé du tabac ou qui a du diabète ou qui a pris du poids sédentaire. On sait que c'est un risque de développer des troubles érectiles. Le fait de ne pas avoir des relations sexuelles pendant une longue période, l'exemple typique, c'est après une séparation douloureuse et puis on reste 2, 3, 4, 5 ans, par exemple, seul, après un deuil, un veuvage, etc. Ben, on sait que pendant cette période-là, le pénis va moins bien travailler. Et le jour où l'envie revient, l'envie est revenue, mais la mécanique, elle a du mal à redémarrer. C'est Oui. ce que tu disais tout à l'heure, l'entretien de la machine sexuelle, si on peut l'appeler comme ça. Chez les femmes, c'est à peu près pareil. Par exemple, il y a des femmes qui disent, quand elles interrompent de façon prolongée leur vie sexuelle, quand elles reprennent, elles peuvent avoir une période où elles ont l'impression, pas de recommencer de zéro, mais presque, c'est-à-dire elles sont un peu tendues, la lubrification vient moins facilement, etc. Il peut y C'est pas avoir... systématique. Comment? Est-ce qu'il peut y avoir des douleurs du coup? Oui, si la pénétration est un peu rapide et qu'il n'y a pas eu, on n'a pas laissé le temps à la personne de se préparer, être bien lubrifié, introduire peut-être un doigt ou un jouet sexuel fin au début, des choses comme ça, oui, on peut avoir des douleurs. Et par contre, là, c'est pas le fait que le manque d'activité sexuelle a cassé la libido, c'est le fait que le manque d'activité sexuelle a un peu déréglé le bon fonctionnement des organes génitaux. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sentent un peu surpris, voire choqués de dire, mais j'ai arrêté ma vie sexuelle 3, 4 ans, 5 ans, je reprends et là j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, alors que Mm. j'ai le souvenir que ça fonctionnait très bien quand je l'avais. Et donc effectivement, on peut avoir une petite période passagère où on a besoin d'un coup de pouce, soit juste reprendre le temps tranquillement de reprendre la vie sexuelle, soit d'avoir un traitement passager. Est-ce que c'est comme le vélo? Oui, on se casse la gueule souvent, c'est ça. On n'oublie jamais. Oui, c'est encore mieux que le vélo, parce que non seulement on n'oublie jamais, mais on change et on s'améliore. Au vélo, et une fois qu'on sait comment ben on roule, à part faire quelques cascades. Oh, dis, dis pas Non, ça, mais, je déteste, hein. ah, ce que je voulais dire par là, c'est que sexuellement, on peut découvrir encore des centres d'intérêt différents sur la sexualité. On peut changer de façon de faire. On peut découvrir des plaisirs différents. On peut changer nos fantasmes. On peut changer notre façon d'aborder la sexualité. Donc, c'est encore plus varié, je trouve, que le vélo, même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à vélo. Ben, je peux te dire qu'en sexualité, on peut faire encore plus de choses qu'à vélo. Voilà. Plus de variété, en tout cas. Le médecin sexologue, je ne pourrais pas te contredire. On demandera aux coureurs du Tour de France s'ils sont d'accord ou pas la prochaine année. Pas sûr, à mon avis, il va y avoir débat. Euh, Ouais. alors, on a reçu une question en privé qui est intéressante et qui fait partie d'une question qu'on a en vrai ou faux, et du coup qu'on va poser en avance. Euh, donc, c'est pas vraiment un vrai ou faux, mais on va essayer de le tourner comme ça. La femme prend plus de plaisir lors de la stimulation du clitoris qu'à la pénétration en elle-même, vrai ou faux? Et la personne a complété en disant, en tant qu'homme, on s'aperçoit finalement que le porno donne un aspect totalement faux à la vraie sexualité, et donc du coup, j'imagine, à la pénétration au Ouais, centre. c'est ça. En fait, oui, que le porno ait donné un aspect différent, clairement, de la même façon que les films de courses de voiture ont donné un aspect, donnent une idée complètement différente de ce que c'est rouler en voiture en réel. C'est un film. Et vous imaginez s'il y a des films porno où il y a que, je prends les films porno hétéronormés,
S'il y a le mec qui est juste en train de s'occuper de la femme en faisant des caresses et des stimulations sur le clitoris, visuellement, il n'y a pas d'action énorme et donc ça peut être quelque chose d'ennuyant à regarder. Il ne faut jamais oublier que le film porno, c'est pas un acte sexuel filmé, c'est un acte sexuel scénarisé. Et là, on est d'accord. Maintenant, pour répondre à la question, plaisir, plus par clitoris que par pénétration. Je ne vais pas répondre une réponse un peu noyée dans ça dépend, ça change, etc. Réponse claire. On Le veut... plaisir, voilà, du concret clair. Le plaisir sexuel féminin au niveau génital fait intervenir plusieurs organes en même temps. Il y a le clitoris qui est un peu quand même le chef de la bande. Pourquoi je dis que c'est le chef de la bande du plaisir sexuel féminin? Pour une raison simple, c'est que c'est le seul organe qui ne sert qu'à ça. Tous les autres organes qui peuvent donner du plaisir sexuel ont aussi une autre utilité. Il y a quand même un organe dans le corps féminin, le clitoris, qui ne sert qu'à ça. Donc, on a le clitoris. Effectivement, stimuler un organe qui sert uniquement à donner du plaisir, ça peut paraître logique. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute la vulve à l'extérieur aussi qui est très innervée. Donc, il y a le clitoris, mais aussi les lèvres à l'extérieur qui peuvent être stimulées et qui jouent un rôle dans le plaisir sexuel. Le vagin joue aussi un rôle de différentes façons. Il y a la stimulation à l'intérieur, il y a le fait que quand on est dans le vagin, on peut stimuler les branches internes du clitoris, puisqu'il va à l'intérieur sur plusieurs centimètres au-dessus du vagin, mais aussi la partie tiers extérieure du vagin qui contient aussi une peau qui est plus sensible, une muqueuse plutôt plus sensible. Il y a aussi les muscles qui entourent le vagin, le périnée et tous ces muscles autour qui peuvent participer au plaisir par leur contraction et leur mouvement. Et il y a les organes sexuels qui ne sont pas au niveau génital, c'est-à-dire les seins, mais aussi toutes les zones érogènes, ça peut être la nuque, les oreilles, les pieds, les jambes, les fesses, les cuisses, etc. Et il y a l'état mental. Donc, si on prend cette combinaison, ça fait les lèvres à l'extérieur, la vulve et la zone de la peau qui est à l'extérieur, le clitoris, le vagin, les mouvements du bassin et donc les contractions du périnée, plus les autres zones sexuelles, plus le mental, c'est cette combinaison-là. D'une femme à une autre, bah, cette combinaison va changer. Il y a une femme qui va dire, bon, moi, c'est surtout ces deux, trois éléments-là qui jouent beaucoup pour moi. Une autre femme va dire, bah, moi, c'est plutôt ces deux, trois éléments-là ou tout ça. Il faut savoir aussi que chez la même femme, d'une période à une autre, ça peut changer. Par exemple, une femme qui dit, moi, j'ai énormément de plaisir quand il y a pénétration plus clitoris stimulé en même temps. Prenons cet exemple classique. Si elle est dans une période où le vagin est un peu irrité, où elle est, selon le cycle, parfois la sensibilité à l'intérieur est différente, bah, ce jour-là, elle va dire bah, pénétration très légère ou à peine et surtout stimulation de clitoris plus quelques caresses autres. Donc, l'idée globale, c'est de connaître les 5 éléments, de connaître les 5 options qui existent et de savoir qu'il faut les combiner. Et c'est tout un jeu, justement, quand, par exemple, on est avec une nouvelle personne, c'est le jeu érotique d'aller découvrir ben, comment cette personne fonctionne, quelle est la bonne combinaison qui donne les meilleurs résultats, et pas se focaliser en disant une femme jouit de cette façon, donc je vais faire de cette façon-là. Tu connais, je pense, Diane, une de mes phrases favorites sur ce sujet. Oublier comment une femme a du plaisir et se souvenir de comment cette femme-là a du plaisir en ce moment. C'est que comme ça qu'on peut vraiment viser, être adaptable et varier régulièrement. Mais Gilbert, ça a l'air, Oui, ça a l'air très compliqué ce que tu nous dis là. Est-ce que oui. comment on fait? Donc j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de mode d'emploi spécifique. Mais du coup, comment on fait pour être guidé parmi justement Alors, ces parties et tout? Comment on fait top. pour devenir, entre guillemets, le roi du sexe? Le bon donneur, voilà. Donneur d'orgasme, comme les donneurs d'orgasme. On est en roue libre, Gilbert, on est en roue libre. Voilà. En, en fait, la première chose, c'est d'éviter de faire des choses qui enlèvent le plaisir ou qui donnent des sensations désagréables. C'est la première chose à connaître. Par exemple, euh, si on ne connaît pas la personne, on ne fait pas d'emblée des mouvements brusques et on frotte de façon brusque, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Il y a des femmes qui peuvent aimer ce genre de stimulation un peu forte, un peu brusque, mais on ne le fait jamais d'emblée parce que ça peut être très désagréable si la personne n'est pas adepte de ça. On le fait rarement d'emblée aussi parce qu'une femme peut très bien aimer des mouvements
un peu fort, mais pas forcément dès le début. Donc, première chose, éviter tout ce qui peut bloquer le plaisir. Une des choses, par exemple, qu'on peut oublier, c'est le fait d'avoir des ongles qui sont pas forcément coupés à ras, etc. Mais si on a des petites lésions, parfois on a un ongle cassé ou quoi, ça peut paraître complètement banal et anodin, mais une petite blessure sur cette zone-là, ça peut vraiment donner, bloquer tout le plaisir. Mm. Donc, des petites choses de base comme ça qu'on garde en tête. Ensuite, comment on fait? On commence forcément par aller stimuler la zone extérieure et on voit un peu les réactions de la personne. Si on voit qu'il y a énormément de plaisir qui se dégage de la personne en stimulant les lèvres, le clitoris, etc., c'est qu'a priori, c'est une zone qui l'intéresse. Ensuite, on va aller explorer les zones à l'intérieur en introduisant dans le vagin. Ça peut être seul ou accompagné des stimulations extérieures. On va aussi faire des caresses avant, pendant ou après sur d'autres zones érogènes que je disais tout à l'heure, la nuque, les seins, le ventre, les jambes, etc. L'idée, c'est d'aller explorer, de prendre plaisir à explorer ça et surtout de repérer les retours. Si on est en train de faire une caresse et qu'on a l'impression qu'en face, il y a plutôt des signes de retrait, la personne, elle évite ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui la dérange. À l'inverse, s'il y a des stimulations qu'on fait et qu'on voit que la personne, elle se laisse aller de plus en plus, c'est qu'a priori, elle est en train d'en prendre plaisir. Donc, d'être à l'écoute plutôt des réactions de l'autre. Et la meilleure façon de faire, c'est d'explorer, de découvrir, de continuer ce qui va bien et d'arrêter ce qui ne va pas. Et aussi, ne pas hésiter à demander, à en parler. Beaucoup de personnes pensent que ça peut couper le plaisir du moment. Au contraire, au moins, ça nous rassure qu'on est soit sur la bonne voie, soit on est complètement hors sujet. Et la personne qui reçoit le plaisir, ne pas hésiter à dire à l'autre ce qu'on n'aime pas, une caresse qu'on n'aime pas, de ne pas attendre longtemps avant de le dire. Si on n'aime pas, autant le dire tout de suite. Si on aime bien, on le dit. Bien sûr, on n'est pas obligé de le dire de façon brusque en disant c'est nul ce que tu fais ou de dire alors t'aimes bien ou t'aimes pas, qu'est-ce que je fais. Non, c'est pas non plus un interrogatoire militaire. C'est plus subtil que ça et la forme peut être très légère, elle peut même être dans l'humour si on a envie, elle peut être dans la sensualité. En tout cas, cet échange entre les deux personnes, c'est ce qui va nous permettre, qu'ils soient avec ou sans parole, c'est ce qui va permettre de découvrir le mieux possible. Eh bien, tu viens d'ouvrir un gros coffre au trésor pour Ouais. toutes les personnes qui ont envie d'être les meilleurs coups de la Terre. Alors, je vois qu'on a reçu pas mal de questions, mais on va continuer. Donc, on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on essaie de faire au mieux. On Euh, les note, on les note. alors, j'ai un autre vrai ou faux. Les hommes ne peuvent pas se retenir. Vrai ou faux? C'est vrai qu'on, entre guillemets, on entend parler, tu sais, on ne sait pas si c'est une légende urbaine ou pas, que une femme qui a un désir très fort d'avoir un rapport sexuel peut se retenir, alors que les hommes, non, c'est naturel, ils ne peuvent pas se retenir, c'est des pulsions qui doivent absolument Oui, faire d'accord. rapidement, tu vois ce que je veux dire? Oui, Et oui, je n'avais pas compris la question, mais là, c'est plus clair. Ouais. il y a même certaines personnes qui peuvent justifier d'agressions sexuelles et ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Est-ce que c'est On on pulsionnel? n'a pas vraiment d'études comme ça sur ça. Par contre, ce qu'on peut constater quand on discute avec les personnes qu'on voit quand même sur une vingtaine d'années, discuter avec beaucoup, beaucoup de gens sur la sexualité, euh, l'histoire de un homme doit se soulager s'il a envie. Ça, c'est de la légende urbaine. Par exemple, il y a beaucoup de mecs qui pensent que s'ils ont envie et qu'ils n'ont pas soulagé, il va se passer un truc grave, quoi. Il y a même des hommes qui pensent que ça peut donner des maladies, le fait d'avoir très envie et de ne pas avoir une relation, de ne pas se soulager de cette envie-là. C'est absolument faux, il ne se passe rien du tout si on a envie et que cette envie n'a pas été utilisée. En fait, d'ailleurs, j'ai déjà entendu dans mes consultations beaucoup de femmes dire que quand elles ont envie, c'est très très fort, au point parfois qu'elles ont limite des tensions limite douloureuses dans le sexe, le clitoris qui est gonflé d'une façon très forte, en disant mais
je sens qu'il va falloir que je soulage ça. Donc, c'est pas que masculin, ça existe chez l'homme. Je pense qu'il y a deux raisons à cette légende. La première, c'est que on ne nous apprend pas, nous les garçons. Moi, j'ai jamais entendu une éducation sexuelle. On dit aux mecs, à l'adolescence, tu vas commencer à avoir des désirs, etc. Tu verras plus tard, tu auras par moment des forts désirs. Voilà ce que tu peux faire si tu as très envie, mais que c'est pas le moment de faire l'amour. Ou la personne en face de toi ne veut pas avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire, on ne nous apprend pas ça. Comme on ne sait pas, on n'a aucune idée sur cet apprentissage. Et à côté de ça, on entend qu'un mec qui a envie, bah, il faut aller jusqu'au bout. Ça donne cette fausse impression que oui, effectivement, un mec doit le faire. Par exemple, si on apprend à quelqu'un, de la même façon, je vais prendre un exemple d'alimentation. Tu m'entends souvent parler d'alimentation parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Si j'ai très très faim, je vais pas aller et je veux manger là maintenant tout de suite. Je sens que j'ai très faim. Et je vais pas voler un sandwich, je vais pas rentrer taper quelqu'un pour prendre de la nourriture. Je sais que, bah oui, ça arrive d'avoir très faim. Bah, je prends sur moi, j'attends quand c'est le bon moment pour manger, etc. C'est-à-dire, on apprend à gérer cette frustration. Et t'imagines si nous tous, à chaque fois qu'on avait très faim, si c'était la guerre entre nous parce qu'on a faim, c'est impossible. Donc, on apprend à gérer les frustrations. Ouais. Or, malheureusement, on n'apprend pas aux hommes à gérer la frustration sexuelle. Moi, je connais aucun cours d'éducation sexuelle où on apprend aux mecs comment on fait quand on a très envie, mais que la personne n'est pas disponible, la personne ne souhaite pas ou que c'est pas le moment de le faire. Donc, c'est juste une question d'apprentissage, de gestion de la frustration. Il y a une deuxième raison à ça aussi, c'est que je pense que chez les femmes, c'est à peu près pareil, sauf qu'une femme, dans nos sociétés, qui exprime le fait qu'elle a très envie de faire l'amour, et qu'il lui faut ça tout de suite, malheureusement, ça passe beaucoup moins bien que quand c'est un mec qui le dit. C'est-à-dire, elle peut être facilement jugée négativement et elle peut passer pour tous les termes que tu peux imaginer pour une info, etc. Donc, je pense que si c'est plus souvent les mecs que les nanas qui expriment ça, c'est pour des raisons de mauvais apprentissage de gestion de la frustration du désir, pour des raisons sociales. Maintenant, je mets un petit bémol à ça quand même. Il ne faut pas oublier que chez l'homme, il y a 10 à 12 fois plus de testostérone que chez la femme. Donc, cette testostérone qui est l'hormone de la pulsion, pas seulement de la pulsion sexuelle, de l'impulsion, de la pulsion. Donc, il est possible que chez l'homme, quand il y a des envies, que ça puisse être parfois plus impulsif. Mais c'est pas. Je fais le distinguo entre oui, on peut ressentir peut-être une libido en moyenne ou fréquemment un peu plus forte, comme ça, plus impulsive, mais ça ne change rien au fait que, quelle que soit la libido, on peut la maîtriser. Une libido qu'on ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire si je me sens obligé d'aller embêter la personne jusqu'à avoir des rapports sexuels, d'insister et que je n'arrive pas à arrêter ça, c'est que j'ai un problème à gérer ma libido, c'est qu'il y a un problème dans cette libido-là. Une libido qu'on considère, entre guillemets, normale, c'est une libido qui ne doit pas être, qui ne doit pas nous déborder au point de perdre la raison. Une libido qui nous déborde pour perdre la raison, c'est une libido qui commence à être dans la limite du pathologique ou des difficultés à gérer nos émotions avec ça. Et ce que tu viens de décrire juste avant, c'est une agression sexuelle, hein. C'est pas. C'est ça. Là, on est carrément dans l'agression sexuelle ou dans la manipulation. Parfois, par exemple, on va insister, mais sans être agressif physiquement, mais verbalement, on va utiliser des termes qui vont finir par faire dire à la personne, bon, je vais faire l'amour parce que sinon, il va pas me lâcher ou sinon, ça va, demain, on va passer une sale journée parce qu'on n'a pas fait l'amour, etc. Donc oui, on est dans l'agression, qu'elle soit physique ou qu'elle soit dans la manipulation verbale. Quelqu'un qui en arrive jusque-là, c'est qu'il ne maîtrise pas sa libido. C'est aussi simple que ça. Une libido doit être maîtrisable. Si elle n'est pas maîtrisable, c'est qu'il y a un problème. Merci Gilbert, c'était clair, direct et complet. Alors, prochaine question qui nous a été beaucoup posée aussi, prochain vrai ou faux, qui est liée à l'éjaculation précoce. Est-ce que la masturbation cause
l'éjaculation précoce. Enfin, plutôt, la masturbation cause l'éjaculation précoce. Oui, Vrai oui. ou faux? Voilà. Vrai ou faux? Alors, si vous regardez des textes qui remontent à 40, 50 ans en arrière ou quelques-uns qui traînent encore de nos jours, on dit que le fait de se masturber très vite, par exemple, il y a une légende que moi, on m'a appris quand j'ai fait mes cours de sexologie, que les mecs qui se masturbent très vite, en cachette, pour jouir très vite, c'est à cause de ce comportement-là qu'après, ils deviennent éjaculateurs précoces. Et pourtant, il y a plein de mecs qui le font et qui ne deviennent pas éjaculateurs précoces. Il y a même une autre discussion chez les experts que le fait de trop se masturber ou la masturbation peut provoquer l'inverse. La difficulté à jouir pendant les rapports sexuels pour les mecs, la difficulté à avoir des éjaculations. Donc, est-ce que la masturbation provoque l'éjaculation précoce? Depuis le temps que je réfléchis à ce sujet, que je regarde toutes les études dessus, que je travaille sur des thérapies pour améliorer le contrôle de l'éjaculation, etc., je me rends compte que non, c'est pas la masturbation qui provoque l'éjaculation précoce. Mais, le petit mais, c'est que la masturbation peut devenir un moment où on peut apprendre à améliorer l'éjaculation précoce ou au contraire un moment qui permet de la pérenniser, c'est-à-dire qu'elle continue comme ça. En d'autres termes, c'est pas le fait de se masturber qui fait qu'on devient éjaculateur précoce. C'est d'autres phénomènes neurobiologiques plus complexes. Par contre, la façon avec laquelle on va se masturber peut faire de sorte que cette éjaculation précoce reste ou peut faire de sorte que cette éjaculation précoce un peu à la fois s'améliore, c'est-à-dire si on apprend des techniques qu'on applique pendant la masturbation pour mieux contrôler les muscles du périnée et la montée de l'excitation. Donc non, la masturbation ne donne pas d'éjaculation précoce, mais elle joue un rôle dans le fait de ça continue ou ça s'améliore. Ok. Il y a une personne qui m'a écrit en message privé parce que tu as parlé d'un programme Oui. que tu as fait donc, pour Charles.co. Des techniques pour apprendre à contrôler l'éjaculation. Ouais. Donc c'est un programme qui s'appelle Time et c'est une thérapie justement pour apprendre à maîtriser son éjaculation lorsque c'est devenu un problème. Je vais vous envoyer le lien pour ceux qui sont intéressés. Hop. Alors, pour dire ce qu'on a mis dedans, on s'est rendu compte qu'il y a des techniques pour contrôler l'éjaculation qui sont basées justement sur des exercices qu'on fait par masturbation. Il y a d'autres techniques basées sur des exercices qu'on fait en dehors de tout moment de sexualité, où on travaille les muscles du périnée. Des techniques basées sur le contrôle mental de la montée de l'excitation. Il y a des techniques basées sur le fait de modifier la façon de bouger pendant les rapports sexuels, etc., etc. Mais on s'est rendu compte que chacune de ces techniques avait des avantages, des inconvénients, et donc ça peut marcher pour l'un et pas marcher pour l'autre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a intensifié ces techniques, on a rajouté des nouveaux exercices, et on a tout combiné dans une seule, ce qui augmente largement les chances de réussite, puisqu'on utilise plusieurs techniques en même temps. En fait. D'accord. C'était la petite parenthèse. Eh bien, d'ailleurs, on répond à une des questions, donc je la poserai pas. Il y a une personne qui a posé la question. On ne peut pas maîtriser son éjaculation. Alors, le but, c'est pas de ne plus être dans le lâcher prise et d'apprendre des techniques incroyables pour se maîtriser. Le but, c'est de ne pas être gêné et de savoir voilà, mesurer un petit peu tout ça. Donc, c'est faux. Il est possible de maîtriser son éjaculation. Alors justement, pour être le plus précis dans la réponse, quand on dit éjaculation rapide, éjaculation précoce, par exemple, ou éjaculation retardée, Oui, il là faut. où cette personne a un peu raison, c'est que effectivement, l'éjaculation n'a aucun problème. C'est l'excitation qui monte trop vite et qui déclenche l'éjaculation. Donc, les techniques qu'on apprend, ce ne sont pas des techniques pour changer l'éjaculation, c'est des techniques pour changer ce qui se passe avant l'éjaculation, donc les phases de montée de l'excitation. Et c'est en modulant cette montée d'excitation que l'éjaculation arrivera plus tard. D'ailleurs, si on devait être logique, on ne devrait pas parler d'éjaculation précoce. L'éjaculation, elle va bien. On devrait parler d'excitation rapide, d'excitation précoce, d'excitation excessive, de quelque chose de ce type-là. Donc, les techniques sont basées sur ce qui se passe avant l'éjaculation, puisque l'éjaculation, une fois qu'elle est là, effectivement, on ne peut pas agir dessus. D'accord. Merci pour ces précisions.
Alors, on va passer à la suite parce que le temps tourne vite et on va essayer d'être concis dans nos réponses. Yes. Alors, Message reçu. vrai ou faux? Non, mais même moi, je trouve ça intéressant et je te Ok, ouais. pose encore plein de questions dans la question. Donc, Gilbert, tous les deux, on va se calmer, hein. Allez, Sinon, les gens yes. ne vont pas être contents, on ne pourra pas On répondre. va être carré. Alors, vrai ou faux, très intéressant. Si un pénis est petit, il ne peut pas y avoir de plaisir dans un rapport Ah, sexuel, du coup. ouais. Ça, Alors, on va distinguer les deux, c'est-à-dire du plaisir pour la personne qui a le pénis et du plaisir pour là où le partenaire. là, il semble que c'est plus pour le partenaire. La Voilà. question est- Souvent, quand on pose la question, c'est plus donner du plaisir que avoir du plaisir, parce que même un micro-pénis peut donner les mêmes sensations de plaisir. Donc, le plaisir sexuel pour la personne, pour l'homme qui a le pénis, ne change pas grand-chose en fonction de la taille, le plaisir physique sexuel. Par rapport à l'autre personne, est-ce que la taille du pénis peut influencer? Si on dit oui, c'est faux, et si on dit non, c'est faux. Donc, il va falloir préciser une fois de plus la réponse. Dire que ça n'a aucun intérêt, aucun impact, c'est erroné et de toute façon, c'est logique. On se dit, ça doit bien changer des petites choses. En fait, il faut savoir que la taille du pénis commence à avoir un impact quand on arrive dans les extrêmes. Ce qu'on appelle extrême, c'est en dessous de 10 centimètres de longueur en érection et au-dessus de 18-20 centimètres en érection. Dans ces extrêmes-là, on commence à avoir des problèmes on pourrait avoir des problèmes chez les partenaires. Pour les tailles moyennes, c'est-à-dire la majorité des hommes, que ce soit 1 ou 2 centimètres en plus, 1 ou 2 centimètres en moins, ça ne change pas fondamentalement les choses et on a des enquêtes auprès des femmes qui montrent que la préférence des femmes pour la taille de pénis qui leur paraisse idéale, c'est très très proche de la taille moyenne du pénis de l'homme sur Terre. Donc, c'est assez proche. Il y a les deux petites variantes qu'il faut connaître. C'est quand le pénis est de petite taille, par exemple, on n'est pas dans les extrêmes extrêmes, mais on est aux alentours de 10,5, 11, 12 cm, par exemple, en longueur. Certains hommes peuvent à ce moment-là sentir que c'est d'accord, c'est normal, mais c'est un peu petit. Et là, il y a des petites techniques pour améliorer le plaisir donné. Par exemple, on va éviter les positions où les jambes sont complètement serrées, ce qui fait que le pénis, il y a une partie qui est à l'extérieur. Par exemple, on va utiliser des mouvements de pénétration qui vont venir stimuler le plus possible ce clitoris interne dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une introduction de 3-4 centimètres et on fait des petits mouvements de quelques millimètres en avant, en arrière, ce qui fait que le pénis vient stimuler la zone la plus sensible du canal vaginal. Pour les personnes qui nous écoutent et que ça intéresse, regardez par exemple les sextoys qui sont censés stimuler ce qu'on appelle le point G, les sextoys qui sont censés donner du plaisir à l'intérieur. Les plus récents, les plus modernes, sont rarement tout droits, sont plutôt courbés vers le haut. Et Pourquoi? ils sont assez petits en longueur, hein. C'est ça, ce n'est pas des longs trucs. Et en fait, c'est pour venir stimuler la zone qui est à 3-4 centimètres de l'orifice. Et donc, quelqu'un qui pénètre et qui vise avec le pénis cette zone-là, ben, finalement, avec quelques centimètres de pénis, c'est largement suffisant. Donc, il y a des petites astuces aussi. Quand on interroge les femmes qui ont rencontré des hommes qui avaient un micro-pénis et qu'on leur demande est-ce que ça les a gênés dans leur sexualité? D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que la grande partie dit non, finalement, ça ne m'a pas si gêné que ça. Mais quand on interroge celles qui disent oui, ça m'a posé problème, on se rend compte qu'il y a deux choses qui leur posent problème. Premièrement, les sensations physiques, c'est-à-dire le fait de ne pas sentir, si le pénis a un diamètre de petite taille, de ne pas sentir la pénétration. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une bonne rigidité du pénis, parce que une bonne rigidité va donner plus de sensations si on bouge, même si le volume est petit. Mais surtout, et c'est là où c'est intéressant d'appliquer les techniques que je viens de dire et qu'on a développé. Il y a 2 vidéos sur la chaîne YouTube Diane qui sont spécifiquement faites. Il y a 15-20 minutes de conseils sur si vous pensez avoir un pénis dans la zone basse de la taille normale, plein de conseils pour améliorer.
Mais ce qui est très important, c'est que ces femmes-là disaient, mais finalement, ce qui m'a gêné aussi, c'est pas tellement, et pas seulement le pénis, c'est le fait que j'ai senti que le mec était bloqué par ça. J'ai senti que l'homme était pas à l'aise. J'ai senti qu'il était limite en train de vérifier si ça va ou pas, limite en train de s'excuser par moment. Et du coup, l'ambiance qui dégageait n'était pas une ambiance détendue, n'était pas une ambiance propice à se laisser aller à l'amusement. Tandis que les femmes qui disaient, ben moi, ça m'a pas trop posé de problème, on se rend compte que systématiquement, le comportement de l'homme était plus tranquille, plus à l'aise, il était plus joueur lors des rapports sexuels. D'accord, il y a la taille du pénis, mais il utilisait plein d'astuces comme ce qu'on a dit et d'autres qu'il y a dans les vidéos. Et finalement, les choses étaient bien. Donc, l'attitude qu'on peut avoir peut jouer un rôle important sur le fait que ça donne du plaisir ou pas. Le fait d'être soi-même plutôt détendu, même si intérieurement on ne l'est pas, mais en tout cas de ne pas mettre une pression sur le moment et de ne pas le faire vivre comme un moment pénible, difficile, ça peut jouer un rôle. Pour tous les autres conseils, pour la taille du pénis, comment l'utiliser le mieux possible, mais je pense que plutôt que de passer 20 minutes à donner les conseils, on peut regarder les deux vidéos, elles sont hyper développées, elles ont déjà été vues plus d'1 million de fois et il y a plein de conseils dedans. Je vais vous donner le lien de notre chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas. Et je voudrais rappeler, Gilbert, que là, on parle bien des sensations lors de la pénétration, des sensations de plaisir lors de la Oui, pénétration, mais que pour répondre plus clairement à la question, total. Ouais. euh, Pour le reste, pour le reste, c'est vraiment qu'une partie de la palette d'outils dans la sexualité. Donc oui, il y a la pénétration et il y a tout ce qu'il y a autour qui permet d'avoir vraiment du plaisir. Voilà, surtout chez la femme. c'est ça. Parler, C'est ça. Et d'ailleurs, il y a la fameuse expression très courante, c'est pas la taille qui compte, il faut savoir l'utiliser. Je sais plus exactement. Il y a une phrase comme ça qu'on dit. Et c'est exactement ce que j'ai développé dans cette vidéo, c'est-à-dire comment bien utiliser le pénis, que ce soit pour la pénétration ou de façon générale. Mais tu as 100% raison. Comme je disais tout à l'heure, l'ambiance globale et ce qu'on fait autre que la pénétration joue un rôle majeur dans la sexualité. absolument. Donc, ne complexez pas et surtout prenez votre temps, écoutez l'autre, multipliez les pratiques. La sexualité. Et ne restez pas seul face à que ce soit cette difficulté ou une autre. Chercher des réponses objectives, regarder les informations qu'on met, demander l'avis de quelqu'un qui s'y connaît. Une des choses la plus pénibles quand on a une difficulté sexuelle, c'est d'avoir l'impression d'être seul dans son coin, à essayer de se dépatouiller tout seul. De nos jours, il n'y a plus de raison d'être seul dans son coin, surtout qu'avec les techniques modernes de téléconsultation et autres, l'accès est devenu vraiment possible pour tout le monde. Nous, c'est pour ça qu'on a créé Charles.co. C'est vraiment pour éviter toutes les arnaques qu'il y a sur Internet et pouvoir proposer la santé sexuelle à tous. Exact. C'était la minute présentation. Et bien, tiens, Gilbert, pendant qu'on parle de taille de sexe, on a reçu aussi des questions sur l'élargissement du vagin. Donc, on a reçu deux vrais ou faux. Je vais les mettre ensemble parce que le temps court plus vite que notre parole. Le vagin s'élargit après l'accouchement, vrai ou faux? Et le vagin s'élargit, enfin, plus on fait l'amour, plus on a de partenaires, plus le vagin s'élargit. Cette légende, tout le monde l'a entendue. Est-ce que c'en est une ou pas? Ah oui, là, je pense que c'est une des légendes qu'on a toutes et tous au moins entendues une fois. Tout d'abord, rappeler que le vagin, il n'y a rien dedans. C'est un canal vide. Donc, quand on parle du vagin, on parle des parois du vagin. On oublie tout le temps que dans le vagin, il n'y a rien, en fait. C'est un canal fermé ou ouvert en fonction de est-ce qu'il y a quelque chose dedans ou pas. Alors, est-ce que les parois se relâchent ou pas? Après un accouchement, il peut y avoir effectivement tous ces muscles qui entourent qui peuvent être distendus transitoirement. Mais heureusement, il faut bien que l'enfant passe. Mais ça peut être après l'accouchement d'ailleurs ou après une opération.
Mais ces muscles-là ont une élasticité incroyable, c'est-à-dire de la même façon qu'ils ont une capacité à s'ouvrir, ils ont une capacité à se refermer. Et normalement, de nos jours, après un accouchement, toute femme qui a accouché, peu importe si c'était césarienne ou par voie basse, elle va revoir la sage-femme, ça sera réévalué. Et si on trouve que le tonus de cette zone-là a changé après l'accouchement, il y a les séances de rééducation. D'ailleurs, on dit aux femmes dans ces cas-là, surtout vous ne faites rien tant que, enfin, vous faites rien. Pas de sport, pas d'abdominaux, pas d'efforts. Tranquille, tant qu'on n'a pas fini la rééducation du périnée. Donc, normalement, après un accouchement, il peut y avoir transitoirement un changement du tonus du vagin, mais qui revient soit spontanément, soit après la rééducation du périnée. Il y a quelques rares situations où l'accouchement a été traumatique, c'est-à-dire un accouchement difficile, pathologique, avec des déchirures. La personne a dû avoir des points de suture après l'accouchement. Il y a eu des tiraillements sur toute la zone du périnée. C'est quelque chose qui est pris en charge de façon très sérieuse parce qu'effectivement, on peut avoir transitoirement même des petits problèmes urinaires, etc. Donc, les rares cas d'accouchement traumatique, oui, on peut avoir un changement sur le tonus plus durable, mais même là, une bonne rééducation bien travaillée, on peut retrouver le tonus du vagin. Donc, sur l'histoire de l'accouchement, oui, on peut avoir un changement du tonus, mais tout ça est censé être transitoire et facilement récupérable par des exercices qui sont faits et qui, de toute façon, sont faits de façon quasi systématique de nos jours. Deuxième question sur, à force d'avoir des rapports sexuels, le vagin se dilate. On vient de dire qu'il est capable de laisser passer un enfant. C'est pas c'est pas un pénis aussi gros qu'il soit qui va venir le distordre complètement. Donc, Donc, c'est un peu un manque de modestie de penser que son pénis peut déformer complètement que un vagin. déformer complètement le vagin, c'est une illusion, c'est complètement faux. Quand des femmes disent, bah, tiens, j'ai 40, 45, 50, 60 ans et j'ai le vagin qui est plus relâché ou je sens moins ou j'ai l'impression qu'il est plus large ou plus lâche. C'est pas parce qu'on a eu énormément de rapports sexuels avec des objets et je ne sais quoi. C'est simplement que avec l'âge, on peut avoir un relâchement des muscles du périnée et dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est refaire la rééducation comme après un accouchement. Donc c'est pas lié. Le fait que ça arrive chez des personnes qui ont eu beaucoup de relations sexuelles ou longtemps, c'est pas lié aux relations sexuelles, c'est lié plutôt à l'âge. Alors en particulier si on était quelqu'un qui a fait beaucoup d'exercices de sport d'abdominaux, ça peut pousser parfois sur le périnée et le périnée peut se relâcher plus tard. Si on a eu des opérations banales, bénignes sur cette zone-là, simplement si on avait pris du poids, perdu du poids, repris du poids, ça peut jouer sur le tonus. Donc, c'est plutôt lié à des phénomènes médicaux liés à l'âge et au vécu médical. Et une fois de plus, même dans ces cas-là, une bonne rééducation périnéale et on récupère. C'est des muscles comme n'importe quel autre muscle dans notre corps et on peut toujours le travailler. C'est ça, c'est comme quand on va à la salle pour soulever des poids, pour tenir notre bras. Quand on C'est vieillit, ça. il ne fait rien et il se relâche un peu, c'est exactement la même chose. C'est ça. Mais si on refait du sport, même à 80 ans, on retrouve des tonus. Ça a Merveilleux. été prouvé. Ça a été prouvé qu'à n'importe quel âge, on peut améliorer le tonus musculaire. Très bien. Merci beaucoup, Gilbert, pour ces éclaircissements. Alors, j'ai vu que vous nous aviez envoyé des questions. Gilbert, je te propose qu'on réponde très très vite à celle-ci Allez. parce que les gens sont là et que j'aimerais tout de même répondre à leurs questions. Donc, est-ce que l'éjaculation précoce empêche d'avoir des enfants? Il me semble que non. Non, sauf dans un seul cas, c'est quand l'éjaculation survient systématiquement avant de pénétrer. Dans ces cas-là, ça empêche d'avoir des enfants naturellement. Oui. Mais on peut quand même avoir des enfants et il y a plein de techniques d'auto-insémination qu'on peut faire à domicile et autres, sans passer par des techniques médicales incroyables. Donc, c'est plutôt rare. Et à partir du moment où il y a un peu de sperme qui rentre dans le canal vaginal, la reproduction, elle est possible. Très bien. Certaines femmes ont le clitoris très sensible, voire même douloureux aux caresses. Est-ce que ça relève d'un traitement? Lequel?
Il y a deux types d'hypersensibilité du clitoris. Il y a l'hypersensibilité liée à quelque chose de psychologique. Par exemple, une femme qui a eu des agressions sexuelles dans le passé peut ne plus supporter qu'on touche ou qu'on stimule cette zone. Une femme qui a un état d'angoisse, de nervosité, de tension assez forte au moment des rapports sexuels, ça peut être sensible. Donc, dans ces cas-là, le travail est plutôt aider à améliorer ces phénomènes de tension mentale ou de mauvais souvenirs. Ensuite, il y a le côté physique de l'hypersensibilité. Ça, c'est comme au niveau du pénis. On sait qu'il y a des glands qui sont hypersensibles. On sait qu'il y a des glands du clitoris qui sont hypersensibles. Dans ces cas-là, l'attitude, elle est très logique et du bon sens. Premièrement, on lubrifie beaucoup. Deuxièmement, on fait des stimulations très, très légères, c'est-à-dire un clitoris hypersensible, par exemple, c'est pas la peine d'aller appuyer directement très, très fort dessus. Quelquefois, il n'y a même pas besoin d'aller appuyer dessus, c'est plus des mouvements où la personne bouge, et rien que le fait de frotter sans juste le bassin qui bouge comme ça peut suffire. De façon très étrange, certaines femmes disent, j'ai un clitoris hypersensible, si on le touche avec les doigts, je sens beaucoup de gêne, par contre avec la langue ça va, ou inversement. Et de façon encore plus étrange, certaines femmes disent, je supporte à peine qu'on effleure mon clitoris, par contre avec un appareil qui vibre, tout va bien, alors que ça vibre beaucoup plus fort. C'est probablement lié à des phénomènes neurologiques personnels. Ouais. Dernière petite remarque, il peut y avoir chez certaines femmes des adhérences, on appelle ça des adhérences, c'est-à-dire la peau qui vient recouvrir la capuche du clitoris peut être un peu collée sur le clitoris. C'est un peu comme chez les mecs qui ont un phimosis, où la peau ne se décalote pas correctement. Dans ces cas-là, c'est très désagréable, très douloureux. Donc, si malgré les consignes qu'on vient de donner, la douleur, elle reste, il faut qu'il y ait un examen gynécologique par quelqu'un qui connaît bien ce domaine-là ou urologique et un petit geste pour libérer ces adhérences. À ce moment-là, va enlever la douleur. Ok. Donc, du coup, le réflexe, c'est d'aller voir un professionnel de santé. De vérifier d'abord, oui. Vérifier d'abord. Vous pouvez consulter un ou une gynécologue pour vérifier le côté physiologique. Et vous pouvez aller sur mia.co, qui ont des spécialistes aussi pour les douleurs. Donc, je vais vous mettre également. Mia.co, c'est un peu comme Charles.co, mais c'est pour les femmes. Donc voilà, je vous mets ça ici si vous en avez besoin. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un homme, après un rapport ou un orgasme, a le sentiment de se retirer ou bien de ne plus rien dire, mots doux, etc. Je pense que c'est est-ce que après un rapport, c'est normal si j'ai pas du tout envie qu'on me colle, j'ai envie de rester dans mon coin, j'ai pas envie de faire des câlins, de dire des choses gentilles, etc. C'est naturellement, c'est assez naturel comme réaction, mais c'est pas obligé comme réaction. Je m'explique là-dessus. En fait, après un orgasme, un peu comme après des séances de sport, on n'a pas tous le même état. Il y a certaines personnes, on te voit beaucoup mieux. Il y a certaines personnes. Je vais faire marcher la variation de ma lumière, donc du coup depuis tout à l'heure je m'assombris. Donc en fait, après jouissance, certaines personnes vont avoir plutôt un état d'énergie. Ils sont bien, alors, ils sont bien sûr détendus, relâchés, mais une sorte d'énergie mentale et on a presque un élan vers l'autre, etc. Il y a d'autres personnes qui vont pas avoir des changements énormes, ils vont juste sentir qu'il y a eu du plaisir, il y a l'orgasme, détente, mais rien de spécial. Et il y a encore d'autres personnes qui vont avoir une énergie un peu négative, à tel point que chez certains hommes, on a décrit ce qu'on appelle le syndrome post-éjaculatoire, où après l'éjaculation, ils peuvent rentrer dans un état pouvant aller chez certains hommes jusqu'à limite coup de blues. Envie d'être seul, pas envie de parler, des idées même négatives, ce qui est assez étrange après un orgasme. C'est une problématique qu'on ne comprend pas très bien encore de nos jours. Et donc, on peut avoir ça à minima, c'est-à-dire après un orgasme, plutôt l'envie d'être comme si on était vidé et que on est bien, mais en même temps, on a envie d'être tranquille. Il y a un mélange des deux. Donc, ça peut arriver. Il faut distinguer ça du fait que on a des rapports sexuels et qu'on a eu le rapport sexuel juste parce qu'on avait envie de sexe. Et une fois qu'on a eu envie de sexe, en fait, la personne ne nous intéressait pas plus que ça, ni avant ni après le rapport sexuel. Ça, je distingue ce moment-là. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, ah, moi, une fois que j'ai fini de faire l'amour, j'ai pas envie
de parler, etc. Et quand on les interroge, on se rend compte qu'avant de faire l'amour, ce qui les intéressait le plus, c'était le sexe et pas la personne. Donc c'est assez logique qu'une fois que le sexe est terminé, qu'on n'ait pas envie de faire plus. Autre remarque, il y a des hommes qui, par habitude seulement, ben, une fois qu'ils ont joui, ils ont une sorte de descente tranquille. On est bien, tout va bien et on a envie d'être tranquille. Et ils pensent que c'est comme ça. On ne peut pas le changer. Mais ils se rendent compte que pour leur partenaire, c'est pas cool. C'est pas agréable pour l'autre de dire bah, on a fini et c'est comme allez, on a éteint les lumières, il n'y a plus personne. Et ça, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, bah, ça s'apprend, c'est-à-dire il suffit d'un petit effort pour rester proche de l'autre, il suffit d'un petit effort pour rester éveillé, parler, etc. Si on est incapable de faire ce type d'effort, c'est-à-dire si on a l'impression qu'on est trop bien après l'orgasme, on n'a qu'une envie, c'est de s'endormir, et on se dit c'est pas cool pour l'autre. Si on est incapable de résister un minimum, ne serait-ce que pour donner l'impression à l'autre que ben, on est là, quoi, on est ensemble et qu'on passe encore un bon moment, si vraiment on n'a aucun moyen de résister à ça, c'est là où on peut suspecter qu'on ait ce qu'on appelle le syndrome post-éjaculatoire avec ce que les Américains appellent le bad trip après l'éjaculation. D'ailleurs, c'est des hommes qui peuvent finir par espacer leur rapport sexuel parce qu'ils sentent qu'après chaque rapport sexuel, ils traversent une sale période, un sale moment, quoi. Sinon, dans la majorité des cas, soyons honnêtes, c'est juste que biologiquement, on a une belle descente, qu'on a envie d'en profiter. Je rappelle que quand on a un orgasme, c'est un sacré shoot. C'est comme si on s'est pris antidépresseurs, morphine et décontracturants en même temps. Bon, on a envie de se détendre. Et c'est simplement ça. Et il suffit juste de faire un petit effort pour continuer de rester, de passer un bon moment avec l'autre. Vous imaginez si on a été manger avec quelqu'un qu'on aime ou avec qui on a envie de manger, même si on l'aime pas. Et une fois que nous, on a fini de manger, ben, c'est tout, on se lève et on se barre et puis on le laisse terminer ou on laisse finir son dessert seul. Ça n'a pas de sens. Même si on est bien repu, on reste avec l'autre parce que le but était pas seulement de manger, le but était de passer un bon moment. Ben, c'est à peu près la même chose qu'il faut retenir pour le côté j'ai besoin d'être tranquille après le sexe. Imagine que c'est un repas, est-ce que tu ferais la même chose? En gros, c'est ça. Alors on se réveille, hein? Voilà. Ok. Et effectivement, la période réfractaire peut changer, je vois la question, en 3 Ah oui. secondes. La période réfractaire, c'est-à-dire la phase après avoir éjaculé et avant d'avoir de nouveau une vraie envie, une vraie excitation, et donc Mhm. une érection, cette phase réfractaire est très variable d'un homme à un autre, de façon naturelle. Elle peut être de quelques minutes chez certains, de plusieurs jours chez d'autres, de façon naturelle. Mais elle va aussi varier. Avec l'âge, elle augmente. Avec l'état de forme physique, elle augmente. Avec l'état de stress, elle augmente. Et elle peut varier d'une période de vie à une autre. Par exemple, des fois en vacances, elle est plus courte que quand on est dans la vie où on court tout le temps. Donc effectivement, elle s'allonge avec l'âge et les circonstances. Il a parfaitement raison, Alan, mais ça reste variable quand même d'une personne à une autre. Très bien. Merci pour cette réponse rapide parce que Claire. j'ai Et encore clair. plein de questions. Ah, tiens, la fameuse. Le désir est lié aux relations amoureuses, vrai ou faux? Ou en Ouais. traduction, est-ce qu'on peut faire l'amour sans sentiment? Oui. Et est-ce qu'on peut avoir des sentiments sans faire l'amour? C'est ça. Moi aussi. Tu veux répondre, Diane? Parce que je sais que tu es devenue experte de ce sujet à force d'en parler avec Mia et les autres. Euh, en fait, la pulsion de désir et les sentiments d'amour ne sont pas forcément connectés. Ils peuvent l'être, mais ils peuvent ne pas l'être. Donc, on peut avoir beaucoup de désir pour quelqu'un sans forcément se sentir amoureux, amoureuse. Par exemple, on peut se sentir très attiré avec un vrai désir pour une personne, mais si cette personne a une difficulté ou a des problèmes, a des embêtements, on ne se sent pas forcément bouleversé par ça et on n'a pas vraiment des ressentis vis-à-vis de cette personne. À l'inverse, on peut avoir beaucoup de sentiments pour quelqu'un, on peut avoir de la vraie affection profonde, réelle, et pas forcément avoir un désir très vivant. Alors, logiquement, quand on a des sentiments et de l'affection, des sentiments amoureux, il y a un peu de désir qui va avec. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est systématique ou qui est fortement présent. Bien sûr que pour tout le monde,
tout le monde se dit, mais l'idéal, c'est quand on a les deux en même temps. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est top quand on a et en même temps le désir pour la personne et en même temps les sentiments d'amour et sentiments amoureux. Et c'est pour ça que je conseille au début d'une relation de bien observer, mais qu'est-ce que je suis en train, quel type de relation je suis en train d'avoir? Est-ce que je suis juste dans le désir pour cette personne, mais dans le fond, non, je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais arrêter parce que j'ai pas de sentiments et d'emblée être conscient de ça et éventuellement même le dire à l'autre si l'autre est en train d'avoir des sentiments qui se nourrissent. Ou à l'inverse, tiens, je suis avec cette personne, mais j'ai surtout de l'affection pour elle, je sens pas du désir, désirabilité, etc. Donc, attention, il faut peut-être que je réveille mon désir aussi pour elle en même temps que je commence la relation. En tout cas, ce sont deux phénomènes qui peuvent exister de façon indépendante et qui peuvent coexister en même temps. Donc, du coup, après, est-ce que quand même, d'ailleurs, on pourra voir ça, j'ai la question d'après. Désolée, je réfléchis plus vite que j'arrive à parler. Quand il y a des personnes qui disent, oh, moi, je suis comme ça, j'ai besoin d'avoir des sentiments pour faire l'amour. Typiquement, les plans cul, ça m'intéresse pas. Oui, il y a beaucoup de personnes. Hein. Ça peut aussi varier selon les personnes. Mais c'est Il y a pas beaucoup de personnes. quoi. Exactement. Et il y a des personnes, par exemple, qui disent, d'ailleurs, c'est souvent confondu. Ils disent, oui, les plans cul, moi, j'y arrive pas, j'ai besoin d'avoir des sentiments. Mais quand on pousse la discussion, on se rend compte que c'est pas forcément des sentiments qu'on cherche, c'est une sorte de complicité, d'entente. C'est-à-dire Oui, de connaître la personne, d'avoir un minimum d'échange, équilibre. Et même s'il n'y a pas des sentiments au sens profond du terme, il y a quand même une petite complicité qui est présente, il y a un échange émotionnel qui est présent. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de ces conditions de complicité, d'échange pour pouvoir avoir les rapports sexuels, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont comme ça que ce que l'on dit. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent comme ça et qui pensent ne pas être normal parce que l'image sociale qu'on a d'un mec, c'est que le mec n'est pas comme ça. Et tu peux pas imaginer le nombre d'hommes qu'on a en consultation qui disent, je pense que j'ai un problème de libido, ça ne fonctionne que quand je suis vraiment bien dans la relation, qu'il y a un peu d'émotivité, un peu de sentiment, un peu de complicité. Et je crois que il me manque la libido qui est juste du désir physique. Et la réponse, c'est ben non, c'est juste que tu fonctionnes comme ça et tout va bien. C'est pas une anomalie. On nous a fait croire qu'un homme doit avoir des pulsions sexuelles juste parce qu'on a vu quelqu'un à poil passer ou des choses comme ça. Il y a beaucoup plus d'hommes que ce qu'on pense qui fonctionnent avec le côté émotionnel et émotivité et qui ne sont pas intéressés par le sexe juste pour le sexe physique pur, en fait. Et contrairement, il y a des femmes qui sont capables d'avoir du désir sans le côté forcément complicité, sans le côté forcément sentimental, juste sur une impulsion d'attractivité. Sauf que c'est des choses qui ne sont pas dites et du coup, on a l'impression que c'est pas normal quand ça existe. je sais ce que tu viens de faire, Gilbert. Tu viens de répondre à la question que j'allais poser après. Donc, C'est du coup, senti. à la question l'homme est instinctif et la femme est cérébrale, tu viens de répondre, donc faux. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est il y a des personnes instinctives et il y a des personnes cérébrales. Et dans mon expérience avec tous les patientes et patients que j'ai suivis, c'est un trait de personnalité qui n'a rien à voir ni avec le sexe, ni avec le genre, ni avec l'orientation sexuelle, ni avec l'origine, ni avec la religion. C'est un trait de personnalité. De la même façon qu'on peut être quelqu'un euh, qui aime bien quand il travaille faire les choses de façon carrée, ranger ses affaires quand il a commencé, quand il a fini, ben on peut être quelqu'un qui sexuellement est plutôt cérébral, réfléchit, faire attention aux choses de la même façon qu'on peut au travail faire les choses comme ça vient. Alors, on peut faire des bourdes, mais finalement, on le fait de façon très spontanée, instinctive. On peut l'être aussi sexuellement. Et ça n'a rien à voir avec le sexe et le genre. Rien. C'est un trait de personnalité. Après, on imagine que ça peut aussi être trait à l'éducation, Oui, la oui. personne dont on a envie d'être. Mais du coup, c'est aussi un petit peu lié au niveau testostérone, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, entre guillemets, l'impulsion, l'instinct. Non, c'est si on a ce côté dans notre trait de personnalité, on a le côté spontané instinctif. Hmm. Et qu'on a de la testostérone, là, ce côté-là va être bien, bien vivant. Mais on peut très bien être très cérébral, avoir de la testostérone et pas être instinctif.
c'est des phénomènes, effectivement, tu as raison, bien, souvent éducatifs. Par exemple, si j'ai grandi dans un milieu, une ambiance, une famille, où on me disait, non, 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 tu joues pas, tu finis d'abord tes devoirs. On ne joue pas après telle heure, on fait pas. T'es content, t'es en train de t'amuser, oui, mais en silence, tranquille, dans ton coin. Un peu à la fois, je vais mettre de côté ce côté un peu réaction spontanée, ou si à chaque fois que j'exprime une émotion, il n'y a pas de retour, pas de réponse, où on me fait comprendre que ben, ce n'est pas l'endroit pour les exprimer. Un peu à la fois, je vais garder tout ça et je vais plutôt réfléchir avant d'agir. À l'inverse, si j'ai grandi dans un milieu où, OK, il y a des moments où on est très clair, mais il y a aussi des moments où on fait n'importe quoi et tout va bien. Je dis une bêtise ou je prends une décision, je dis, allez, j'ai envie qu'on aille tous à tel endroit. On y va et c'est nul. Et tout le monde en rigole plutôt qu'on me reproche qu'on a été à cet endroit. Ben, je vais retenir que je peux faire des choses spontanément et il n'y a pas de problème derrière. Donc, c'est plutôt des phénomènes comme ça en général qui conditionnent ça et ça retentit sur la sexualité. C'est rare que quelqu'un soit hyper cérébral, carré dans la vie de tous les jours et très, très instinctif sexuellement. Souvent, c'est assez global dans la personnalité. D'accord. C'est beaucoup plus clair, je te remercie. Alors, quelle question? Alors, je pense qu'on va prendre celle-ci qui est intéressante. C'est autour... En fait, on a eu plein de questions autour de la masturbation. Ah ouais. Et donc, du coup, j'aimerais bien qu'on en pose quelques-unes sur ce thème. Est-ce que une masturbation excessive peut jouer sur l'érection? Oui. C'est vrai que c'est une question qui revient très, très souvent. Et d'ailleurs, depuis le Covid, c'est une question qu'on a beaucoup plus. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'hommes célibataires qui se sont retrouvés pendant des mois, même plus, à n'avoir que la masturbation comme un moment sexuel. Et il y en a même qui ont développé même des conduites addictives à ça. Est-ce que ça joue sur les troubles de l'érection? On considère que c'est le critère excessif qui peut donner des problèmes d'érection. La question, c'est de savoir quand c'est excessif. On peut relever 3-4 signaux qui peuvent faire dire à un homme que, attention, là, c'est en train de devenir excessif. Ça peut être excessif quand ça devient un besoin plus fort que moi, c'est-à-dire je ne peux pas ne pas me masturber, je me sens obligé de le faire. Ça veut dire qu'on est rentré dans quelque chose d'excessif. Deuxièmement, si je sens que plus le temps passe, plus je suis obligé de faire des mouvements de frottement, de stimulation très forte sur le pénis pour pouvoir avoir de l'excitation, c'est-à-dire appuyer fort, faire des mouvements très rapides ou avoir une stimulation. Est-ce que je voulais envoyer le Tu m'as lien? enregistré? Est-ce que je C'est voulais pas envoyer le grave. lien sur la vidéo? Donc, je redis, c'est si on a l'impression qu'on doit utiliser une pression de plus en plus forte sur le pénis pour avoir du plaisir quand on se masturbe, ça veut dire là aussi qu'on est rentré dans des choses qui deviennent excessives. Autre chose, c'est si on a l'impression qu'on se masturbe et qu'on se fait jouir sans être en érection. Ça aussi, ça peut donner systématiquement, sans érection, ça peut donner un impact. Donc, quand on sent ou quand on a un doute sur est-ce que je suis rentré dans la masturbation excessive ou pas, la première chose à faire, c'est je ralentis le rythme de la masturbation. Je peux arrêter complètement, mais surtout ralentir le rythme et l'espacer le plus possible par rapport à d'habitude et voir ce qui se passe sur la situation de l'érection. En général, on commence à voir que la nuit, le matin, il y a un peu plus d'érection et lors des rapports, ça se passe bien. Alors, une petite remarque par rapport à ça, tout à l'heure, je l'ai dit, la masturbation en elle-même n'est pas vraiment le problème, c'est la façon dont on va la pratiquer. Par exemple, si on se masturbe et que pendant la masturbation, on se dit, tiens, je vais m'entraîner pendant la masturbation, je vais m'entraîner à fermer les yeux et imaginer des situations excitantes ou imaginer des rapports sexuels que j'ai déjà eus et revivre ces moments-là. Finalement, la masturbation, elle va même stimuler ma capacité d'excitation, donc stimuler les capacités d'érection plus tard. Par contre, si je me masturbe et que je mets des images porno uniquement devant moi, juste pour avoir le plaisir par les images et avoir la jouissance, un peu à la fois, mon organisme va s'habituer que c'est pas la peine que mon mental s'excite, on va lui donner les images qui l'excitent. Et donc, lors des rapports sexuels, l'excitation peut être difficile à obtenir et l'érection difficile à obtenir. Donc, retenir que, un,
les éléments excessifs, et effectivement dans la vidéo j'explique comment on fait pour savoir si on est tombé dans l'excès ou pas, et retenir aussi que c'est la façon dont on va le faire qui va être utile ou au contraire néfaste pour la masturbation. Certaines masturbations peuvent être utilisées comme un moment où on apprend à régler même certaines problématiques, où on apprend à améliorer notre fantasmatique, notre monde d'excitation, sans utiliser de support pornographique. Mais c'est vrai que nous, moi, je reçois beaucoup de messages sur Instagram ou par ailleurs de personnes qui sont un petit peu paniquées avec tous ces mythes sur la masturbation, tout ce qu'on dit, ça rend sourd, ça rend aveugle, ça rend impuissant, ça rend infertile. Et en fait, la masturbation en soi, c'est un phénomène qui est naturel, hein, tout le monde le fait, plus ou moins. Même chez les animaux. Les animaux aussi. Même il y a quelques animaux, quelques primates qui le font, ouais. Et en soi, tant que la conduite n'est pas addictive ou qu'elle ne vous bloque pas ou qu'elle ne vous gêne pas, il n'y a pas de problème avec la masturbation. D'ailleurs, vous pouvez aller, encore une fois, je le redis, mais sur la chaîne YouTube, on a pas mal de vidéos là-dessus. Il y a une vidéo, je vous l'enverrai tout à l'heure, qui s'appelle Masturbation masculine, tout savoir. Et on parle un petit peu de tout ça. Voilà, là, on passe à autre chose pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, on peut le confirmer, hein, le vrai ou faux. Non, ça rend pas sourd. Ça vient d'un vieux bouquin du XVIIIe siècle qui, à l'époque, était plus des jugements de valeur morale qu'autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune maladie qui est attribuée à la masturbation. Concernant la fertilité, parce que celle-là, beaucoup d'hommes posent la question, est-ce que la masturbation peut rendre infertile? La réponse est clairement non, sauf, mais c'est du bon sens, si on se masturbe 3-4 fois en 2-3 jours et qu'on a un rapport sexuel pour avoir des enfants, ben, il reste plus beaucoup de sperme pour la reproduction. Mais c'est du bon sens, c'est une question de quantité qui est présente. C'est vide. Voilà. S'il n'y a pas beaucoup de sperme, il y a moins de chances de reproduction. Donc effectivement, on évite la masturbation dans les périodes, la masturbation rapprochée dans les périodes où on essaye d'avoir des enfants, mais ça ne rend pas stérile, ça ne change rien à la spermatogénèse. Et d'ailleurs, bah, je vais continuer avec une question sur la masturbation parce qu'elle est intéressante aussi. Le fameux tabou de la masturbation lorsqu'on est en couple. Donc, si on se masturbe, on n'a plus envie de son ou sa partenaire. Vrai ou faux? Une fois de plus, c'est le côté excessif. C'est-à-dire, on peut très bien avoir, d'ailleurs, une des questions intéressantes qu'on développe dans la vidéo dont tu as parlé tout à l'heure, tout savoir sur la masturbation, c'est pourquoi on se masturbe. Si on a des masturbations de type, j'ai besoin de temps en temps de me détendre, c'est un anti-stress que j'utilise. Ou si on a des masturbations de type, bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, j'ai envie, je vais pas l'embêter parce que je sens qu'elle n'est pas dans une bonne période, je n'ai pas non plus envie d'aller voir ailleurs, puis je vais utiliser la masturbation pour gérer cette libido dont on parlait tout à l'heure, gérer un peu la frustration. Donc, finalement, c'est des masturbations qui ne vont pas poser problème dans la relation de couple puisqu'ils n'ont pas d'impact direct. En revanche, s'il y a on a juste envie d'avoir sa propre vie sexuelle décorrélée de son partenaire, c'est pas gênant. Ah, exactement. C'est même plutôt sain. Là où ça pose problème, c'est quand on a une masturbation qui devient donc addictive, on en a besoin. Souvent, c'est parce qu'on traverse une période de forte angoisse, de dépression ou un mal-être qui fait qu'on est devenu addict à la masturbation. Ben là, en fait, le sexe devient simplement quelque chose qu'on fait pour se détendre. Et donc, ça n'a plus d'intérêt, le côté relationnel. Donc, une fois de plus, c'est le côté excessif et, entre guillemets, pathologique de la conduite de la masturbation qui va poser problème pour les relations de couple. Petite remarque qui est très fréquente, deux même. Premièrement, oui, les femmes se masturbent même quand elles sont en couple. Et parce que c'est une fausse croyance que les femmes n'ont. Il y a une enquête européenne récente qui a montré que plus de 70% des femmes en couple disent oui, ça m'est arrivé de me masturber. Donc il y a 7 sur 10. Je me souviens plus du chiffre de celles qui disent je le fais souvent, mais ça dépend beaucoup aussi de est-ce qu'ils vivent ensemble, est-ce qu'ils vivent pas ensemble, est-ce qu'ils se voient souvent, ils se voient pas souvent. Bref. Donc chez les femmes, ça existe. Mais qu'une fois. Hein. Voilà, c'est ça. Au début, après, plus rien. Non, on n'était pas vraiment ensemble, donc ça compte pas. Et d'ailleurs, c'est encore plus tabou chez les femmes parce que les femmes n'osent pas le dire.
Et le point qui coince le plus, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Diane, c'est quand, souvent dans ce sens-là, quand un des deux découvre que l'autre se masturbe, alors qu'on est en couple. Et en particulier, une femme qui découvre que son homme se masturbe. Immédiatement, immédiatement, elle va avoir une première réaction, c'est il n'est pas satisfait avec moi, il fantasme sur d'autres personnes, euh, notre vie sexuelle n'a pas l'air de lui convenir, etc. Attention de ne pas tomber directement dans ce piège. La première chose à demander, c'est quelles sont les raisons, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi tu te masturbes. Si c'est des raisons simples du genre, bah, c'est comme ça, c'est un truc que je me fais tout seul, ou c'était pour me détendre ou autre. Bon, ok. D'ailleurs, les couples qui en parlent, en général, après, on le sait, et puis c'est tout. Du moment que la vie de couple va bien, la vie sexuelle va bien, on n'en parle plus. Et des fois, ça devient quelque chose comme un jeu entre les deux. C'est-à-dire, on va dire à l'autre, bah, tiens, tout à l'heure, tu seras pas là, mais je crois que je vais me masturber. Et puis, c'est un jeu érotique entre eux. Ou, voire, ils vont le dire après, pendant le rapport sexuel, l'autre jour, je me suis masturbé, j'ai pensé à ça, ça, ça. Donc, ça peut devenir limite une complicité. Il y a peu de raisons d'en faire quelque chose de négatif, sauf bien sûr quand dans un couple, on se rend compte que l'autre se masturbe souvent et que la vie sexuelle dans le couple, elle est à l'arrêt. Là, effectivement, il y a de quoi se poser de questions et c'est là où on a besoin de discuter à deux. Et si on se rend compte que ben, on n'est pas bien, tous les deux, il y a un truc qui ne va pas, c'est là où on peut avoir besoin de l'aide de quelqu'un de l'extérieur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'en profite parce que ça me fait penser à ce sujet-là. Euh, la masturbation peut être aussi inclue dans les rapports sexuels avec les deux partenaires. Euh, Exact. voilà, ça fait partie Exact. des pratiques qu'on peut utiliser. Je trouve encore plus, enfin dis-moi si je me trompe, Gilbert, mais encore plus chez les femmes, c'est pas du tout entre guillemets une insulte ou dire que c'est pas satisfaisant avec Exact. son partenaire, mais ça permet de voilà d'utiliser d'autres outils quoi. Exact. Je vais encore parler de nourriture, mais je peux très bien avoir envie de passer un super repas avec la personne que j'aime et en même temps, de temps en temps, aller seule à la boulangerie et prendre un petit gâteau que j'aime bien. On est ouvert au café, donc Voilà. très bien. Passons à la suite. Alors, ça, c'est également une grande question, une grande légende urbaine. Désolée, du coup, je spoil un peu pour la réponse, qui est revenue plusieurs fois. Donc, si on fait l'amour pendant la grossesse, on peut toucher la tête du bébé. Vrai ou Oh mon faux? Dieu. Archi faux. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que pendant très longtemps, tous ces sujets-là n'étaient même pas enseignés à l'université pour les médecins, pour les sages-femmes, etc. Et du coup, dans le doute, il y a 30, 40 ans en arrière, quand on posait la question à des médecins, ou même là, il y a 10, 15 ans encore, il y a encore quelques médecins qui disent, bah, dans le doute, vaut mieux éviter. Mais la réalité, c'est que c'est non. Faut savoir que il n'y a que une circonstance où les rapports sexuels avec pénétration sont contre-indiqués, c'est quand il y a ce qu'on appelle les menaces d'accouchement prématuré, une grossesse pathologique, hématome rétroplacentaire, etc. De toute façon, la question ne se pose pas parce que dans ces conditions, il y a des symptômes, des saignements, des douleurs, et le gynéco, le médecin qui suit la personne va souvent dire, ou la sage-femme, repos, vous ne faites pas, arrêt de travail, vous ne bougez pas, situation de grossesse à risque. Il n'y a que dans ces cas-là que la pénétration elle est contre-indiquée. D'ailleurs, les rapports sexuels pendant la grossesse sans pénétration, il n'y a pas un médecin au monde qui peut les contre-indiquer. Ça n'existe pas, les contre-indications aux caresses et aux bisous. Il n'y en a pas. Donc, par contre, l'histoire de la tête du bébé. Non seulement c'est faux parce que le bébé et sa tête ne se retournent vers le bas qu'à la fin de la grossesse. Ça, on l'oublie tout le temps qu'au début de la grossesse, il est en position siège et après il se retourne. Mais aussi, pour toucher la tête du bébé, il faudrait qu'on aille jusqu'au fond du vagin, qu'ensuite, il y ait les parois de l'utérus, il y a le liquide amniotique et ensuite arriver jusqu'au bébé. Et tout ça, c'est en ayant des parois qui sont présentes. C'est mécaniquement illogique et ça n'existe pas. Et de toute façon, on a déjà fait
Il y a déjà eu des études qui ont clairement démontré que des femmes qui ont des rapports sexuels avec pénétration, même au 3e trimestre, et des femmes qui ont des rapports sexuels sans pénétration au 3e trimestre, au bout du compte, quand on les surveille accouchement, post-accouchement, il y a les mêmes risques de problèmes que de pas de problème. L'accouchement se passe globalement de la même façon, donc ça change pas grand-chose à, sur la grossesse, sur l'accouchement. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un mythe très récent. C'est dans nos sociétés modernes, là, depuis quelques siècles. Parce que quand on remonte au siècle d'avant, par exemple, chez les Égyptiens, au moment des pharaons, on encourageait les couples à avoir des rapports sexuels avec éjaculation dans le vagin pendant le rapport sexuel, parce qu'à l'époque, on était persuadé que le sperme contenait des cellules nourricières pour le futur bébé, futur fœtus, le futur enfant. Donc tu vois comment c'était une croyance complètement différente que maintenant. Et non, le syndrome dont tu parles, que le pénis peut toucher la tête du bébé et peut même lui faire du mal, on appelle ça le syndrome de Pasini, au nom de Monsieur Pasini, un Suisse qui a décrit ça beaucoup. Donc c'est une légende urbaine, non, il n'y a pas de danger, il faut retenir une situation. Si la personne enceinte doit être en repos strict parce que la grossesse est pathologique, c'est la seule situation où il ne faut pas pratiquer de pénétration. D'accord, très bien, merci. Je pense que quand on va poster cette vidéo sur YouTube, ça risque d'intéresser des gens. Bon, Gilbert, on en fait encore une ou deux. Allez, on est bien là. Aujourd'hui, sur l'Instagram de Charles.co, on a décidé d'aborder un sujet qui est assez spécifique, qui parle de cancer et de sexualité, donc de maladies graves et de sexualité. Et ben, ça tombe bien parce qu'on a eu. C'est un sujet qui est très tabou. On a l'impression que, un petit peu comme le handicap physique ou le handicap mental, la maladie grave, tout de suite, quelqu'un qui est malade devient entre guillemets asexué, alors que c'est pas le cas et que la sexualité fait partie des choses de la vie qui peuvent arriver quel que soit notre état. Bon, après, bien sûr, il y a des contre-indications quand on n'est vraiment pas bien, etc. Et donc, du coup, le vrai ou faux, c'est lorsqu'on a une maladie grave, on n'a plus de sexualité. Vrai ou faux? C'est faux, mais c'est une fois de plus dépendant de la personne. D'ailleurs, cette fausse croyance que tu viens de dire, quand on a une maladie grave, on n'a plus de sexualité, c'est ce qui fait jusqu'à aujourd'hui que les personnes qui ont une maladie grave ou qui ont eu une maladie grave, les médecins qui les suivent ne les interrogent pas sur est-ce qu'il y a des difficultés sexuelles, parce que dans l'esprit des médecins, ils ne peuvent pas avoir de sexualité. Et ça a été une erreur monumentale pendant très longtemps. Il a fallu qu'on interroge les personnes et qu'on se rende compte que ben non, même pendant les périodes de maladie grave, ben, il y a un pourcentage de femmes et d'hommes qui disent mais moi j'aimerais bien continuer à avoir ma vie sexuelle. Je n'ose pas en parler et c'est logique. Comment parler quand on est face au cancérologue, au médecin qui est en train de nous dire bah, peut-être qu'on va faire une chimiothérapie. La chimio, pour le moment, ça marche, mais on va réévaluer dans 6 mois et lui dire au fait, sexuellement, est-ce que je peux avoir une vie sexuelle? On peut avoir l'impression qu'on sera jugé là-dessus en disant mais il me parle de choses graves, de vie ou de mort ou de maladies graves, et moi je vais parler de légèreté, de sexualité. Et comme en plus les médecins ne posent pas la question, bah, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de place pour ça. Ce qu'on en sait, c'est que quand on a une maladie grave, on va prendre la maladie cancéreuse, de façon générale. Il y a au début une phase un peu de sidération. Il y a quand même l'annonce du cancer et au début, on se prend ça en pleine figure. Ensuite, il y a les examens à faire au début, le temps de savoir quel traitement on va avoir. Et donc, c'est souvent une phase de sidération dans beaucoup de cas. Ensuite, avec le temps qui avance, pendant les traitements et autres, là, il y a deux types de réactions. Il y a les personnes qui disent moi, j'étais tellement préoccupé par ça que ça m'est complètement sorti de la tête et c'était pas du tout une priorité. J'avais pas du tout envie de faire l'amour. Et il y en a d'autres qui disent, ben moi, ça m'a réveillé ma sexualité. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réflexe vital, presque vengeance de vie. C'est-à-dire, j'ai un cancer, j'ai une maladie qui est probablement mortelle, en tout cas qui est très grave, et ben j'ai un instinct vital qui se réveille. De la même façon que c'est à ce moment-là, certains, par exemple, se mettent à voyager, visiter le monde,
certains se mettent à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait de leur vie parce qu'ils se disent, ben, c'est maintenant. Certains peuvent réveiller leur libido en disant, j'ai envie de profiter de ça. Donc, c'est quelque chose qui dépend beaucoup du vécu de la personne. Mais très souvent, quand on voit que ben, finalement, on avance, on s'en sort dans la maladie, et on a un suivi médical, on a des traitements, mais finalement, ça fait 2, 3, 4, 5 ans et on est stabilisé. Un peu à la fois, on se dit, mais bon, maintenant, il faut que je revive, quoi. Il faut que je reprenne une vie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut de nouveau être intéressé par reprendre la vie sexuelle. Et c'est là où on peut avoir des difficultés parce qu'il y a des traitements lourds qui sont passés par là, parce qu'une opération est passée par là, ou parce que psychologiquement, on ne sait pas si on est encore prêt, capable à revivre ces moments-là. Ou encore, on ne sait pas si l'autre est prêt aussi, en particulier quand il y a des lésions physiques suite à un cancer, quand il y a des stomies, des poches, ou dans le cancer du sein, par exemple, quand le sein a été enlevé. Des fois, soi-même, on perd confiance en soi, dans notre corps, en se disant, mais ce n'est plus un corps désirable, ou ce n'est plus un corps qui peut donner du plaisir à l'autre, etc. Donc, il y a une période de reconstruction dans tous les sens du terme, et c'est dans ces périodes-là où on voit souvent les personnes et on les aide. La bonne nouvelle, c'est que chez les personnes qui ont traversé cette période de vie, de maladie et qui vivent avec, hein, en général, des années, il y a des solutions et sans danger. C'est-à-dire, s'il faut redémarrer physiquement, que ce soit femme ou homme, il y a les solutions pour, s'il faut faire un travail psychologique, revoir les choses autrement, il y a des solutions également pour. Et cette maladie, cette difficulté sexuelle dans le cadre d'un suivi pour maladie cancéreuse, de nos jours, ça commence à changer tout doucement. Normalement, c'est une question qui doit être maintenant posée systématiquement aux personnes, parce que pendant longtemps, c'est les médecins qui disaient, bah, dans son cas, c'est pas la peine que je l'embête ou de parler de sexualité. Et ben, on s'est rendu compte que le plus intéressant, c'est qu'on pose la question, est-ce que vous avez besoin d'aide sur la sexualité? Est-ce que vous avez des questions sur la sexualité? Et de laisser chaque personne qui vit la maladie cancéreuse décider d'elle-même, est-ce qu'il souhaite parler de ce sujet ou pas? Est-ce qu'il souhaite, elle souhaite de l'aide à ce sujet ou pas? Ça commence à changer tout doucement. C'est pas encore complètement au point, mais normalement, on doit systématiquement poser la question et c'est la personne qui décide. Non, pas maintenant. Oui, j'aimerais en parler. On verra plus tard ou pas du tout. C'est la personne qui décide et pas les personnes qui suivent le médecin qui va décider est-ce que c'est le moment de reprendre la vie sexuelle ou pas. Mais au moins, donc, ouvrir cette porte-là. Oui. Et puis, avec tout ce qu'on dit sur la sexualité, quand il y a de l'envie et quand il y a un petit peu, je pense, ce poids qui est enlevé, presque culpabilisant. Parce que c'est vrai que quand on parle avec Oui. des personnes qui sont malades, parfois, ça peut, il peut avoir l'impression de dire, ah non, mais moi, je suis malade, donc je peux pas avoir envie de sexualité. En fait, je suis pas assez en C'est forme. l'image qu'on a de nous-mêmes peut changer complètement, tu as raison. Et se positionner Oui, en tant que personne malade, ah ben non, moi je suis pas bien, je peux pas désirer quelque chose comme ça, sinon ça voudrait dire qu'en fait je fais peut-être semblant, enfin, ou des choses comme ça. Il y a aussi ce poids-là oui, qui est hyper oui, gênant. oui. Alors que Il y a si plein on de a détails. l'envie et les capacités, ça peut être intéressant même pour le moral et pour C'est le ça, bien-être en entier, de continuer à c'est avancer, ça. d'avoir toujours la vie, etc. Et parfois, c'est le regard de l'autre personne qui est avec nous. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes dire, mais moi, j'ai retrouvé ma libido, mais ma partenaire ou mon partenaire, depuis 2, 3, 4 ans, me voit comme quelqu'un de malade. Et du coup, on a du mal à reprendre notre vie sexuelle parce que l'image qu'il ou elle s'est faite de moi est restée l'image de quelqu'un de malade. Donc, dans les suivis pour améliorer la vie sexuelle et affective, hein, des personnes qui sont suivies pour maladie cancéreuse, qui vivent avec une maladie cancéreuse, le ou la partenaire sont très importants à prendre en compte. Mm. Parfois, parfois c'est l'excès inverse, c'est-à-dire tout d'un coup, le ou la partenaire devient hyper prévenant, hyper attentif, un peu comme si c'était l'infirmier ou l'infirmière de la personne. Alors c'est très bien et c'est très utile dans les phases où on en a besoin, mais ça peut devenir bloquant pour la sexualité si ça reste comme ça, même quand ça va mieux après. Il faut un minimum d'admiration et de complicité quand même pour la sexualité. Oui. En En tout tout cas, une fois de plus, le même conseil.
on ne reste jamais seul face à ce type d'interrogation. On demande de l'aide, on pose des questions à des professionnels, on cherche des réponses sur des endroits fiables. Ne pas rester seul face à ce type d'interrogation est essentiel. Merci beaucoup, Gilbert, et merci, Alan, pour ce message. Merci Alan, j'ai vu le message, oui. On sait que vous êtes souvent présent sur les réseaux de Charles et on lit toujours vos messages avec attention. Et Et de on très loin, que de Montréal. ça va continuer de bien se passer pour vous. Et ben, en tout cas, on a un petit peu dépassé, mais c'est parce qu'on a passé un très bon moment avec vous et qu'on a encore plein de questions. Et on garde les autres questions. On fera... Là, c'est sûr, Diane, je veux qu'on fasse un deuxième webinaire sur vrai ou faux parce que je sais qu'il reste une bonne partie de questions qui sont à venir. Donc, on fera, c'est sûr, un deuxième. Ouais. C'est vrai, on a fait à peu près la moitié, je pense. Peut-être un peu moins. Donc, du coup, on fera ça. Gilbert, je te promets, on le fera. Avec plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup de nous suivre aussi. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous que je reconnais qui sont sur YouTube, qui sont sur Instagram, c'est charles.co. Donc voilà, pour ceux qui veulent, qui ont besoin, n'hésitez pas à consulter un des médecins sexologues sur la plateforme, dont Gilbert fait également partie. Et toute une équipe, hein. Il y a toute une équipe, il y a à peu près il y a 16 médecins sexologues qui sont là pour vous aider. Si vous avez des questions sur la manière dont ça se passe, vous pouvez appeler le numéro aussi qui est gratuit. Vous tomberez sur notre collègue Marion qui pourra vous répondre à tous. Et puis, passez une excellente soirée. Bon match pour ceux qui regardent le match. Bon Koh-Lanta Merci Diane. Match. Et puis bonne nuit pour les autres. Merci beaucoup Diane. Merci tout le monde. Bonne soirée. Ouais. Merci à tous. Au revoir.